Espèce de hipster. Non mais vas-y toi, ferme. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Well, here we are. Après un second échec consécutif à essayer de vous livrer une émission en direct du Festival de Cannes, comme quoi ce festival nous en veut vraiment, on aurait pu s'attarder à un mois de juin qui était, comme qui dirait, Franchement pas terrible, hein. entre un J.J. Abrams qui en collait plein la gueule au détriment du fond dans une saga habituellement hautement philosophique, et un Snyder qui a réussi à nous prouver que The Dark Knight Rises et Avengers n'étaient pas si mauvais que ça, fallait le faire. Il n'y a guère que Shyamalan qui a réussi à nous offrir un apéro correct en attendant le messie des blockbusters. Pacific Rim. Mais dans ce nouveau défilé de poids lourds que l'été nous offre, les plus intéressants ne sont pas forcément ceux auxquels on pense, et nous allons essayer de voir une fois de plus que les apparences sont souvent trompeuses. Enfin, pas toujours. I'm hot. I'm big. No. No. My name is Daniel Lugo, and I believe in fitness. Et chauffez-vous mes braves, car c'est l'heure de gober des anabolisants par paquet de 12, de mouiller son jogging et de faire des pompes, ce que j'ai l'habitude de faire tous les jours. Vous voulez du gros bras, vous allez en avoir, puisque le premier film de notre sélection est une ode à la tendresse, à la féminité et à la minceur. Et oui, avec No Pain, No Gain, traduction très utile de Pain and Gain, Mark Wahlberg et le colossal Dwayne The Rock Johnson se retrouvent devant la caméra du seul et unique Awesome. Wow. Alors, avant de commencer, j'aimerais parler sérieusement avec vous d'un véritable sujet de société, le titre français de ce film, qui à la base s'appelle donc Pain and Gain et qui a d'abord été traduit par nos distributeurs français par Big Man. Ils se sont peut-être dit que c'était foireux, hein, merci internet, donc du coup ils ont appelé ça The Plan. Voilà, donc là encore un titre très original, un très vendeur, mais en même temps les mecs sont payés pour livrer un truc, donc ils pouvaient pas revenir sur leurs pas et ils n'allaient pas non plus avouer leur défaite, donc ils ont fini par appeler ce film No Pain, No Gain. Genius. Bref, parlons plutôt du nouveau film du Californien dont on ose prononcer le nom et qui en a traumatisé plus d'un avec ses conneries, notamment sa super franchise avec ses robots connards qui reviendront l'année prochaine après s'être fait ridiculiser par l'ami Del Toro, comme notre ami et toujours le premier partant pour un concours de quéquettes. On a hâte de voir ça, mais en attendant, le beau grand avait sûrement marre d'enchaîner les mastodontes se facturant à plusieurs centaines de millions de dollars, et c'est pour cela qu'il s'est offert ce petit plaisir qu'est Pain and Gain. What the hell are you doing on the ground? That hurt. Well, it's supposed to hurt. It's called pain and gain, Russ. You don't be a little bitch. Car même si son but est avant tout de péter le plus de choses possibles à l'écran et de faire des blockbusters tous plus chers les uns que les autres, figurez-vous que notre ami nous livre là, accrochez-vous, un film d'auteur. Who says that? Non, je ne déconne pas et vous ne rêvez pas, Pain and Gain est un petit film à seulement 26 millions de dollars, excusez du peu, qui se targue d'une classification rated R, soit moins de 17 ans, et qui existe par la seule volonté de son réalisateur de porter cette histoire sur grand écran. Comme quoi, tout arrive. Quand on y repense, ça a de quoi faire flipper puisque la dernière fois qu'on l'avait pris à ce petit jeu, c'était pour nous livrer son super projet de science-fiction The Island, dont vous gardez sûrement tous un souvenir impénétrable. Excusez-moi les gars. Oh, ce coup-ci, rien à voir, puisque le projet porte carrément la notion tirée d'une histoire vraie, et qu'on serait à deux doigts du film à Oscar si le sujet ne filait pas des boutons à tous les fervents défenseurs d'un académisme chiant comme la mort. En même temps, comment le grand cœur de ce destructeur hollywoodien aurait-il pu résister à ce fait divers assez barjot, ou comment trois Américains passionnés de fitness et de culturisme ont fini par séquestrer l'un de leurs clients de salle de musculation pour lui tirer sa fortune et le laisser pour mort, en ayant légèrement foiré la seconde partie du plan. Et en y regardant de plus près, on trouve ici toute la matière nécessaire pour renouer avec la fougue et la fureur du chef-d'œuvre du bonhomme, si on peut appeler ça comme ça bien sûr, j'ai nommé Bad Boys 2. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Comme dans Bad Boys 2, Pain & Gain se déroule dans une Miami mise en valeur comme dans un clip de rap douteux, avec une photographie aux couleurs pétées et à la texture reluisante bien grasse sur les bords. Surtout, comme dans ce qui reste l'un des blockbusters les plus trash sortis dans les années 2000, d'autant qu'il était produit par une branche de Disney, Pain & Gain est absolument abject sur tous les plans. Racisme, misogynie grasse et vulgarité à volonté, ce nouveau cru baye un coupe-court aux habitudes du divertissement grand public et nous plonge la tête la première dans cette histoire sans qu'une tête est plus vraie que nature, portée par trois imbéciles congénitaux dont le seul objectif est de vivre le rêve américain coûte que coûte. Au premier abord, ça aurait pu donner un énième film de gangster un peu concon, mais c'était sans compter sur les ambitions gargantuesques du bonhomme, qui décrit son film de la manière suivante, je cite : ouvrez les guillemets, Pain & Gain est un mélange entre Fargo et Pulp Fiction, c'est une comédie noire et tout y est vrai. Alors c'est très facile de se moquer, mais mine de rien, des cinéastes qui citent aussi ouvertement les frères Coen et Quentin Tarantino, ça court pas les rues. Et mine de rien, ce malade mental n'a pas complètement tort dans son rapprochement à la comédie noire des Coen, puisque Pain & Gain partage quelque peu ce principe de personnages tous plus zozos les uns que les autres, qui vont trouver des moyens absurdes et extraordinaires pour faire face à une situation banale au premier abord. Et c'est d'ailleurs en ça que Pain & Gain parvient par moments à être fascinant. D'abord parce que sa galerie de personnages possède de sacrées gueules quasiment toutes plus azimutées les unes que les autres, avec des comédiens qui s'en donnent à cœur joie pour incarner ce joyeux bordel. Ainsi, il devrait être quasiment impossible à tous les spectateurs réguliers de cette émission de résister devant un The Rock qui joue un fervent catholique, arborant des t-shirts Team Jesus et qui ne manque pas la moindre occasion de s'envoyer toute la cocaïne qui passe dans ses grosses narines. Et il y a pas à dire, Michael les aime ces gros débiles. Il est même fasciné par leur incommensurable connerie, comme le démontre un scénario qui descend toujours plus bas dans les abysses de la dignité humaine, les héros ayant eu le mérite de bel et bien foirer de plus en plus fort pour en arriver à des sommets d'aberration. En ça, Pain & Gain remporte déjà la mise, tant il y a de quoi se fondre la gueule devant certaines scènes d'humour aussi noires que crétins. Sorry. Bien sûr, pour peu que vous ayez un balai coincé dans le côlon ou un peu trop de considération d'ordre artistique, la chose aura sûrement de quoi vous consterner, mais il est difficile de ne pas la prendre au second degré, puisque le réalisateur tend par moments de magnifiques perches au spectateur pour lui faire comprendre que, ma foi, tout ça n'est pas très sérieux. C'est d'ailleurs dans cette distanciation avec le récit que le film prend tout son intérêt, car à la différence de certaines de ses conneries les plus imbuvables, Bay vous propose ici, tenez-vous bien, divers niveaux de lecture. Je répète, Michael Bay vous propose divers niveaux de lecture, mais c'est de la folie! En effet, le réalisateur américain le plus patriotique actuellement en activité à Hollywood se défoule comme un bœuf, tant Pain & Gain reprend toute l'esthétique flashy censée mettre en valeur le rêve américain pour mieux descendre celui-ci. Quand bien même le film est techniquement surchiadé, avec un jeu sur les formats d'image des plus intéressants, tout ce qu'il montre s'avère fondamentalement hideux. Les femmes toutes siliconées sont filmées comme des putes, les hommes surmusclés ont tous l'air difformes, la photo dégage une atmosphère limite poisseuse, et on sent bien que dans ce monde d'artifice construit sur l'argent, il n'y a absolument rien de sain. Rien qui ne change vraiment des précédents bousins de ce Parkinson de la caméra, mais c'est sans compter sur l'extrémisme avec lequel il pousse cette esthétique dans ses derniers retranchements, tout comme certains effets de style appuient bel et bien le fait qu'aussi attaché qu'il puisse être à ses personnages, le réalisateur est parfaitement conscient de leur imbécilité grasse. Le film pousse le bouchon tellement loin qu'il finirait presque par éclabousser son spectateur, puisqu'en train d'obèse qui repeint des chiottes en moins de 2 ou des petits problèmes d'érection, la dignité humaine est achevée à même le sol. Mais pour peu que vous rentriez dans la salle en étant conscient de la chose, le rythme est suffisamment soutenu pour que les 2h15 passent rapidement, et tout ce beau monde met le cœur à l'ouvrage pour offrir certaines scènes qui valent le détour. À l'instar d'une bande-son qui ressort quelques pépites des années 90 telles que Gangsta Paradise, le capital sympathie de ce Pain & Gain existe bel et bien. On peut s'insurger devant un tel étalage de misère humaine, ou prendre le film pour ce qu'il est, une comédie bien siphonnée du boulot qui cache plutôt bien son jeu, sans jamais oublier d'en donner pour leur argent aux 3 kékés du fond qui sont venus pour eux aussi prendre la vie des héros comme un modèle de réussite, sans jamais en percevoir la dimension très crypto-gay. Et venant du gros bourrin californien, cette petite nuance fait de Pain & Gain une agréable surprise. Okay, Never again will an oppressor overrun my people, but now I am keeping watch. That's the gospel. Les années 90 sont bénies par bien des nostalgiques, mais pour les vieux de la vieille et aussi les autres,
Nous allons remonter le temps un peu plus en profitant d'une ressortie vidéo savamment orchestrée par nos amis d'Universal pour vous parler d'un cinéaste culte et de son illustre chef-d'œuvre. L'adolescence est connue pour être une période bien emmerdante, posant son lot de questions sur la quête d'identité de chacun, et le sujet a été fréquemment traité au cinéma dans une série de teen movies qui nous laisse perplexes la plupart du temps. C'est l'heure de remettre les pendules à l'heure en retournant à l'œuvre du père du genre, puisqu'avec la sortie en Blu-ray du mythique The Breakfast Club, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir le génie intemporel de John Hughes. Pour les trois du fond, à qui les noms de John Hughes ou de Breakfast Club ne disent rien, vous sortez. Ça va, je déconne. Je disais donc, pour les non-connaisseurs, sachez que vous êtes bien chanceux mes braves, car vous allez pouvoir découvrir là une œuvre fondatrice, John Hughes étant non seulement le père du teen movie, mais aussi son maître absolu. Avec seulement 4 films, 16 Candles, The Breakfast Club, Weird Science et La folle journée de Ferris Bueller, John Hughes a livré là les véritables piliers du genre, mettant en scène des adolescents face à l'ennui du monde qui les entoure et la difficulté de sauter le pas pour entrer dans cette ère maudite qu'est l'âge adulte. Une œuvre si riche et tourmentée par des questions plutôt simples au demeurant qu'elle n'a cessé d'être pillée par la suite, chaque nouveau film du genre n'ayant d'autre solution que de marcher dans les traces d'un homme dont le regard était si lucide et affectueux qu'il semblait déjà difficile à l'époque de faire mieux. Bientôt 30 ans après la sortie de Breakfast Club, l'histoire a fait son chemin et l'influence de Hughes se sent encore pleinement, comme l'ont montré les récents Le Monde de Charlie, The Week and the Eye ou encore Monster Academy. Surtout, le temps a prouvé qu'il était désormais impossible de faire aussi bien, tant le sujet a été traité pertinemment par ce grand monsieur. What can I say? I'm thrilled. La preuve la plus irréfutable de cette compréhension de l'âge difficile reste donc The Breakfast Club, dans lequel 5 adolescents que tout oppose se retrouvent en col un samedi. 5 caractères bien trempés et caractéristiques d'un archétype d'adolescent, le sportif, l'intello, le rebelle, la bizarre et la fille modèle populaire, qui vont se rentrer dans le lard pour mieux faire tomber les masques et s'ouvrir aux autres. Sous bien des aspects, The Breakfast Club n'a ainsi rien à voir avec la comédie fun typique pour ados. Why not? Bien sûr, le film ne se refuse jamais certains élans comiques, et John Hughes excelle lorsqu'il s'agit de mettre en scène la douce folie de l'âge, comme le prouvent quelques passages aussi fantaisistes que réjouissants. Mais le véritable cœur du film, c'est avant tout des êtres écrasés par la pression d'une société qui veut les ranger dans des cases et les soumettre à ses règles sans qu'ils n'aient le temps de savoir qui ils sont et ce à quoi ils aspirent. Que ce soit dans leur cercle familial, à l'école ou dans leur groupe d'amis en général, tout est fait pour les conditionner à un rôle en particulier sans qu'ils n'aient la possibilité d'aller au-delà sous peine d'en prendre plein la gueule. Et c'est cette réunion d'ados a priori différents qui va faire exploser les conventions pour mieux révéler leur être et le laisser s'épanouir. Wake up! Who has to go to the laboratory? Alors c'est sûr, à première vue le tout pourrait presque ressembler à une séance de psychanalyse d'1h30 dans lequel des ados s'en collent plein la gueule pour mieux montrer patte blanche par la suite. Et s'il est vrai que le film n'a rien de tendre durant un bon moment et peut même s'avérer extrêmement cruel, il a en lui quelque chose d'universel qui nous chope directement à la gorge pour mieux nous coller 3 claques et nous pousser, nous aussi, à sortir des sentiers battus. Il est à ce propos impossible, oui je dis bien impossible, de ne pas se reconnaître dans l'un de ces ados paumés à sa façon, dont les personnages écrits par John Hughes recouvrent à eux seuls l'intégralité du spectre social et humain adolescent. Au-delà même de l'identification pure et simple, le film est saisissant dans sa capacité à nous sembler familier, tant les situations dépeintes, les anecdotes contées et les révélations à fleur de peau sentent le vécu et sont aussi sincères que désenchantés. C'est dans cet équilibre assez hallucinant que The Breakfast Club brille, dans son étonnante capacité à nous filer une pêche d'enfer et à nous donner envie de gueuler le tube de Simple Minds, tout en nous remettant à notre place, en nous intimant de vivre selon nos propres envies, d'écrire nos propres conventions et de ne plus suivre la meute tel un gros mouton. Andrew, you've got to be number one. I won't tolerate any losers in this family. Your intensity is for shit. Win! 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 You son of a bitch. You know, sometimes I wish my knee would give. And I wouldn't be able to wrestle anymore. He could forget all about me. Ça peut paraître con dit comme ça, mais à une époque où les films pour ados se résument la plupart du temps à une illustration plate de la génération YouTube MTV, ne cachant rien d'autre qu'un appel à la consommation la plus basse et grasse qui soit, revoir The Breakfast Club fait un bien fou. Il nous rappelle à quel point l'œuvre de John Hughes était et restera à jamais éternelle. Car à la manière d'un Kubrick avec 2001 ou d'un Carpenter avec Halloween, non seulement The Breakfast Club a quasiment inventé le genre à lui seul, mais surtout en représente-t-il la quintessence même et a tout dit en un seul film. Les films qui nous aspirent à être meilleurs sont rares, et celui-ci en fait partie.
Alors évidemment, pour la génération d'assister que la télé-réalité est en train de nous formater, voir un tel film risque de faire un sacré choc ou de passer complètement à côté de leur capacité de réflexion amoindrie. Si vous estimez encore que chaque être est unique et a son mot à dire, The Breakfast Club fait l'effet d'un immense don d'honneur aux idées préconçues et se révèle encore aujourd'hui aussi salutaire qu'indispensable. Alors John Hughes, si tu nous entends, merci du fond du cœur. Yeah, are these the roots? What is it? Statue of Liberty or snowman? Blackout. Declared martial law. Daddy, what's martial law? Et pour la troisième critique de cette émission, on a fait un truc que nous avons jamais fait. Nous sommes avec deux invités. Tout d'abord, le boss ultime, Marc, bienvenue. Bonjour. Et Monsieur Gaillet, Monsieur Mathieu Gaillet de Unlike. Alors pourquoi deux invités? Parce qu'on va parler d'un film que je n'ai pas vu. Moi je vais sortir de l'image et je vais leur poser une question très importante. Donc je le fais maintenant. Et maintenant, messieurs, vous allez me parler de World War Z. On sait que World War Z a été une guerre de production. Est-ce que ça se sent? Oui. Oui. En fait, ça se sent, mais justement, moi je vais être assez positif parce que par rapport à tous les problèmes que ça a connus, fatalement, enfin, on pouvait s'attendre à quelque chose d'assez horrible, d'assez mal foutu. Est-ce que tu peux resituer un petit peu les problèmes? C'est un film qui a été tourné déjà, qui a été produit par Brad Pitt. Le réalisateur a pas trop eu le contrôle sur tous les éléments du film. Au final, il y a eu beaucoup de tournage, de reshoot. Le scénario a été modifié. C'est notre ami Damon Lindelof qui a été embauché pour écrire le dernier acte. En fait, il y a eu un premier dernier acte qui devait se passer sur la place rouge à Moscou, qui a été dégagé. Lindelof a été rappelé pour réaménager le scénario, donc il a réécrit avec Drew Goddard, La cabane dans les bois, toute une référence. Un troisième acte qui se déroule en Écosse, et on a appris récemment qu'en plus il avait insufflé des petits bouts d'images pour la relation entre Brad Pitt et sa famille, du coup. Sachant qu'évidemment tout ça a eu lieu alors que le film avait déjà été tourné, en partie. Tout ça, ils ont vraiment fait des reshoots dans le sens où ils ont vraiment retourné le film alors que tout était fini, ils se sont dit, zut, il y a des trucs qui fonctionnent pas, ou etc. Et du coup, mais moi je trouve que du coup ils ont camouflé ça de manière assez intelligente. Et le film, on est conscient de ça parce qu'il y a vraiment plusieurs parties au film. C'est même une espèce de géographie où le héros se déplace de pays en pays et on pourrait avoir des vrais chapitres sur plusieurs continents. Et du coup la dernière partie écossaise, qui est totalement différente du reste, c'est juste une des parties du film, mais c'est pas, pour moi ça fait partie intégrante de l'univers et c'est pas trop gênant. Quand tu vois l'introduction, tu te dis que le final va être absolument fou, et c'est presque s'il avait été tourné dans une cabine téléphonique. Ça joue pas sur la même énergie, ça c'est sûr. Après, c'est que le climax c'est pas à la hauteur pour toi. Le climax c'est pas du tout. On retourne totalement, c'est vrai que du coup là, il y a toute une vraie première moitié de film, sur les 2 heures, il y a 1 heure de film très speed, le héros court partout pour trouver une solution, etc. Et puis après on descend crescendo vers quelque chose de plus énigmatique, où vraiment on joue plus sur le film de thriller, etc. Mais je trouve pas ça énormément dérangeant dans le sens où on aurait pu vraiment trouver quelque chose d'un vrai Capharnaüm, plusieurs milliers de pièces différentes dans un film, et en fait au final je trouve le jeu joue plutôt sur le suspense, et moi en ça j'ai eu 2 heures de vrai suspense où j'étais sous pression un peu par rapport à ce mec qui est dans un monde totalement différent de celui où il s'est réveillé le jour d'avant, et il doit gérer le truc, et même s'il y a beaucoup d'incohérences, notamment chronologiques, puisqu'il fait le tour du monde avec des avions... Il fait le tour du monde en 3 heures, quoi. Enfin, non mais il va des États-Unis en Corée, de Corée en Israël, d'Israël en Écosse, et on a l'impression que au même moment aux États-Unis, il s'est déroulé, je sais pas, 3 heures, quoi. C'est Dark Knight Rises, d'un côté, t'as une action qui te donne l'impression d'être hyper longue, et au même moment, dans un autre endroit, c'est tout raccourci. Ça. Mais voilà. au premier degré, le film a beaucoup de petits défauts comme ça, enfin qui sont même quelquefois gênants. Notamment, pour moi, la partie la plus gênante, c'est quand même Israël, où en fait, au final, c'était très annoncé dans les bandes annonces, ils misaient beaucoup dessus, et ça a l'air très spectaculaire. En fait, c'est la partie la plus invraisemblable du film pour moi, et c'est peut-être qu'elle joue à l'inverse des autres, où en Corée du Sud et en Écosse, justement, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus mieux maîtrisé. En Israël, c'est vraiment débordement dans tous les sens, et en ça, le film, au premier degré, peut comporter de nombreux défauts. Après,
trouvais que dans l'ensemble, il sauvait les meubles, on va dire. Moi je suis d'accord avec la partie sur Israël qui est quand même complètement débile, c'est-à-dire qu'on nous vend un mur géant qui protège la ville des zombies. On va pas tout dévoiler, mais il se passe un truc, et ce truc est d'abord complètement ridicule par rapport au début de l'histoire et à ce qu'on nous a expliqué, et puis surtout, le phénomène se produit exactement où Brad Pitt arrive et apparaît sur une terrasse où il voit le mur en question. Donc, ça aurait pu se passer juste avant, ça aurait passé juste au mauvais moment en l'occurrence, il arrive au plus mauvais moment. Enfin, c'est une bêtise incroyable. These guys are hammers, and to hammers everything looks like nails. I heard that. You were meant to. Et ça peut faire penser autant à 28 jours plus tard, ça peut être une espèce de préquel de 28 jours plus tard où le héros se réveille dans un monde totalement infesté, il ne sait pas ce qui se passe, ou de suite du Contagion de Soderbergh, où justement dans l'espèce d'analyse où on va tenter de trouver une solution, comment ça peut marcher. Alors évidemment Soderbergh était dans le réalisme absolu, là on est plus dans le genre un peu fantastique, zombie, compagnie. Mais il y a un côté un peu comme ça de vouloir jouer avec la réalité, et pas partir dans les critiques de la société, mais... Donc, par rapport à un été qui va être quand même très chargé en blockbuster, vous trouvez que c'est une alternative sympathique? Moi, je trouve que dans la série des blockbusters mal écrits auxquels on a droit cet été, il se pose là quand même. Mais est-ce que le zombie, justement, ça fait pas une petite différence, le fait qu'on n'ait pas du super-héros, qu'on n'ait pas du... Bon, c'est un film catastrophe, mais est-ce que, justement, le fait que ce soit un tout petit peu horrifique sur les bords, ça sauve pas le truc? C'est pas un film d'horreur, en fait. C'est un vrai blockbuster avec des zombies. Vraiment un truc un peu à grande échelle, machin. Et après, ça se casse la gueule. Mais ça aurait tenu son concept jusqu'au bout. Ça aurait eu un côté original. On voit des zombies dans un contexte un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, j'ai trouvé pour ça que le début était bien gaulé. C'est plus un film d'action qu'un film d'horreur. Donc il n'y a pas du film, c'est pas sanglant, c'est pas... Mais justement, ça joue plus sur le rythme, etc. Enfin, moi, je me suis laissé un peu emporter par ce rythme-là. Et du coup, j'ai passé 2 heures vraiment à essayer de chercher aussi avec toute l'histoire. Mais le film joue réellement plus sur l'appréhension des choses qui vont se passer, enfin sur les choses qui vont se passer, pas forcément sur le zombie qui attaque, où on ne montre pas face caméra, on ne voit pas au premier plan beaucoup. Donc, fatalement le film, c'est pas un film gore, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui joue plus sur l'action. Ouais, moi je trouve qu'il se situe plutôt pas mal si vous avez envie de vous éclater un peu, c'est assez fandard de bout en bout. Ça fait partie de ces films là où il faut pas trop faire attention aux petits défauts et aux choses qui sont un peu à l'ouest, mais dans l'ensemble ça marche plutôt pas mal. Moi je pense que dans tous les blockbusters estivaux qu'on a déjà vus, il faut préférer Star Trek. Pour l'instant le must ça reste Star Trek, évidemment le numéro 1 ce sera Pacific Rim. On l'a pas encore vu. On l'a pas vu, mais je pense qu'on peut revenir ici dans un mois vous en parler si vous voulez. Et voilà, mais du coup pour l'instant Star Trek est quand même tient bon là-bas. Ok. Et c'est la fin de cette émission avec nos 2 invités qui sont super classe, super beaux, et qui sont un petit peu comme The Rock et Mark Wahlberg, qu'on a vu donc dans Pain & Gain, le nouveau Michael Bay, qui est un très bon film, ma foi, très surprenant, très second degré, mais c'est assez fandard, et si vous voulez voir des trucs très vulgos, ça fait quand même plaisir. Le deuxième film, c'est absolument indispensable, c'est Breakfast Club, qui coûte, je crois, 10 € en Blu-ray, donc si vous n'avez jamais vu ce qui s'impose encore aujourd'hui comme le meilleur teen movie de l'histoire, c'est franchement l'occasion de le rattraper pour ensuite chanter Simple Mind, le poing en l'air. Et enfin, donc le 3e film, World War Z, qui veut conclure en 2-3 mots. C'est pas très bien, préférez Star Trek. Je pense que je suis à peu près d'accord. Voilà. Et donc sinon, dans les sorties en parallèle, alors en Blu-ray, là il faudrait qu'il y ait une aura et des chants christiques parce que Cloud Atlas sort en Blu-ray et donc c'est l'occasion de le voir, de le revoir, de le revoir. Et voilà, indéfiniment. Et en BD, ce mois-ci est sorti Man of Steel, mais il y a mieux que Man of Steel. Il y a des vrais BD, il y a All Star Superman. Écrit par Grant Morrison. Dessiné par Frank Quitely. Et comme tu viens de nous le dire hors caméra, c'est un putain de comics. C'est un des meilleurs comics sur Superman. Après, il faut connaître les origines, parce que du coup, ça ne parle pas de l'origine de Superman, mais plutôt de la fin, si on peut teaser un peu. Voilà. Surtout qu'en plus, ils ont eu quand même la bonne idée de faire une BD que quand vous l'achetez avec, vous avez le Blu-ray et le DVD de l'animé, parce qu'il y a une version animée. Donc voilà, c'est un coffret tout dedans, il y a plein de bonus. Et puis, je n'ai pas encore lu, mais apparemment c'est très très bien, donc voilà, ça fera un bon achat.
D'ici là, messieurs, merci beaucoup d'être venus parler de World War Z, c'était un plaisir. Merci à vous. Merci. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une émission un petit peu spéciale. Et d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, et puis vous avez tout à dire. Non, c'est bon. Si, il y a un truc à rajouter, c'est que si on est comme Mark Wahlberg et The Rock dans Pain and Gain, oui. C'est lui qui fait The Rock à cause des cheveux. D'accord, oui, exactement, c'est vrai. C'est ça, voilà. Je m'en vais. Je me casse, c'est dégueulasse. Au revoir. Merci. Au revoir. Et Ah, c'est quoi cette équipe de Branquignol? Bon, accord cheveux. Si tu veux, on peut faire un confessionnal. Non, mais ceci dit, je veux bien être The Rock. Hein, non, mais c'était pas insultant. Faut que je gagne un peu en muscle. C'était pas insultant. C'est quoi comme accessoire? Chapeau. Moi, je veux bien le disque de Tron. Il marche plus, il a plus de pied. Qu'est-ce que tu veux faire avec le disque de Tron? Ouais, inquiète-toi un peu de ce qui va t'arriver. Cet homme a des idées bizarres. Bonne l'émission. Un jour, utopique, que l'émission sera dans un pub. Ah. Tu t'es allongé dans le caca. Ouais, ta chemise est dégueulasse. T'as une grosse tache dans le dos. C'est dans le dos. C'est dans le dos, donc c'est pas l'image. Au montage. C'est pas l'image. Mais inquiète-toi quand même après quand tu rentres chez toi. Je voulais dire bonjour à toute l'équipe, merci. Bonjour maman. T'as pas dit des bisous. Et le mois prochain, c'est à Neuchâtel. Voilà. Des bisous. Je suis dans le cadre, c'est bon? Non.